par Madame Maya Nassif, dont je vais dire 2 mots, tout simplement. D'abord, Madame Maya Nassif, nouvellement mariée depuis 5 mois, elle a fait, pour commencer, l'allemand. 6 années pour devenir architecte. Et puis, elle s'est rendue à Paris, et c'est là qu'elle a pu fréquenter, pendant la période du Covid, un atelier, un hub pour quelques 300 artistes qui ont essayé de créer ensemble quelque chose. Et ce hub est un hub, semble-t-il, assez connu, c'est un hub de création. Il s'appelle Push Manifesto, et c'est là qu'elle a vraiment redécouvert les talents et qu'elle s'est sentie apte à devenir productrice d'exposition, c'est-à-dire une scénographe. J'ai intitulé cette rencontre « Scénographie » au pluriel, par assimilation ou par association d'idées avec un mot de Roland Barthes, mythologie au pluriel. Scénographie, mythologie. Madame Nassif, vous avez beaucoup fait pour l'Institut du monde arabe. Vous avez fait quelque chose que nous avons apprécié au pavillon du Musée national. Vous êtes maintenant responsable des collections au Musée sur Soc. Montrez-nous comment une scénographie peut devenir une mythologie. Vous êtes la bienvenue. Bon, d'abord, je suis très heureuse d'être là parmi vous aujourd'hui. Je suis très honorée et merci beaucoup, professeur Majeur, de m'avoir invité pour cette rencontre-là. Donc j'espère que durant les minutes qui viendront, on pourra partager un moment de magie, de beauté, mais aussi beaucoup d'art, parce qu'on est tous passionnés par l'art ici. Donc, tout d'abord, en fait, j'aimerais parler des différentes coulisses d'une exposition, tout ce qui se passe derrière une exposition. Donc, vous, en tant que visiteur, pour certains d'entre vous, vous allez voir une expo, mais il y a plein de choses qui se passent derrière cette expo, souvent pendant des années à l'avance, pour en arriver là. Donc, il y a une partie scientifique, une partie administrative, une partie technique, logistique et le conceptuel. Donc, je vais un peu parler des métiers de l'art, parce qu'en fait, au Liban, quand je suis rentrée au Liban de Paris, j'ai découvert en fait que les gens, ils font tout en même temps. Nous, les Libanais, on n'est pas profondément, dans notre identité, on est couteau suisse, on fait tout, on touche à tout, on travaille plein de métiers en même temps. Mais c'est bien aussi de mettre des chapeaux sur chacun de ces métiers-là, pour aussi parler de toutes ces personnes qui sont dans les coulisses et qui ont souvent des jobs très précis et très spécifiques pour en arriver là. Donc tout d'abord, dans la conception d'une exposition, ça commence par la partie scientifique. De quoi on va parler? Pourquoi on veut exposer cet artiste? Quel est le message qu'on veut transmettre? Et là, le commissaire d'exposition, donc le premier chapeau que vous voyez là, il commence à faire des appels, il fait des recherches, il va voir les collectionneurs chez eux à la maison. Parfois, il se fait aider par des chercheurs qui sont spécialisés dans des sujets spécifiques. Donc, par exemple, si c'est une expo sur l'Égypte, par exemple, il va faire appel à quelqu'un qui est responsable, qui est archéologue, égyptologue, tout ça. Donc, chaque expo, c'est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau et aussi de parler à des experts dans le domaine. Donc, c'est très riche, les expos, vraiment. Il peut aussi faire appel à un archiviste donc pour travailler les archives de tout ça, pour en arriver là. Ensuite, il y a le côté administratif qui est moins glamour d'une expo, mais qui est très important nevertheless. Donc, le côté administratif, normalement, est chapeauté par un project manager
qui parle à plein d'intervenants différents pour faire cette expo-là. On passe par les assurances, bien sûr, parce que qui dit exposition et tableau à de grandes valeurs dit assurance aussi. Mais aussi, on parle aussi à des gens qui travaillent les budgets, les comptables, tout ça, pour vraiment travailler le budget d'une expo. Parce que souvent, comme vous le savez, au Liban surtout, le domaine de la culture, il n'y a jamais assez de budget. Il faut toujours faire attention à vraiment bien calculer les choses. Ensuite, il y a le côté technique qu'on retrouve beaucoup dans les musées, surtout en France, dans les grandes écoles comme l'école du Louvre par exemple. Donc là, c'est vraiment tous les métiers techniques. Le régisseur, c'est la personne qui est responsable de bien mettre les tableaux à leur place, de s'assurer que tout est bien nettoyé, que tout est bien dépoussiéré, d'avoir des numéros d'inventaire, parce que souvent quand les collections grandissent, ça devient hors de main. Donc il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable de ça. Le conservateur ou le restaurateur, qui souvent intervient sur les tableaux pour travailler dessus, pour faire des retouches, mais pour aussi faire des constats d'état. Parce qu'en fait, une œuvre qui sort d'un endroit A vers un endroit B doit être constatée pour vérifier que rien n'a changé, que rien n'a bougé au cours du voyage ou bien au cours du temps. Et souvent, on a les personnes qui viennent encadrer les œuvres, les encadreurs. Donc ça, c'est toutes les personnes qui vont vraiment manipuler l'œuvre, qui vont vraiment toucher à l'œuvre et s'occuper de l'œuvre en tant que telle. Ensuite, il y a la logistique, également donc, chapeautée par le project manager, le transport, qui a un aspect très logistique mais très important d'une expo, parce que souvent il y a des transports internationaux, des œuvres qui viennent de très loin. Une petite anecdote à propos de ça, donc, quand j'étais à l'Institut du monde arabe, on avait une exposition sur les parfums d'Orient. C'était en même temps les parfums qu'on retrouve dans le monde arabe, que ce soit le souk, que ce soit les parfums dans les hammams, que ce soit parfois les mauvaises odeurs aussi, donc tout ça, les parfums de la cuisine. Donc il y avait une artiste saoudienne qui en fait avait travaillé une œuvre avec du jasmin. Donc toute l'idée du transport, et là c'était vraiment très difficile mais on a réussi à le faire, c'était de transporter ces œuvres en jasmin de l'Arabie Saoudite vers la France en moins de 24 heures, sans que en fait les fleurs ne souffrent, que ça reste toujours, que l'odeur soit toujours là pour l'ouverture de l'expo. Et c'était une œuvre vraiment intéressante parce que vous sentez au cours de l'expo que les fleurs se fanaient, mais en même temps ça devenait une œuvre différente parce qu'elle changeait d'odeur, elle changeait visuellement, elle changeait aussi. Donc voilà. Dans l'art, on a toujours des cas spécifiques et auxquels il faut s'adapter. Et souvent, on fait appel à des professionnels dont on ne pensait pas faire appel en fait pour ce genre de choses. Et puis il y a finalement donc les installateurs. Donc bien sûr, c'est des personnes qui sont trained pour savoir manipuler les œuvres de la bonne manière. De vraiment savoir bien installer les tableaux, d'installer des systèmes anti-vol, parce que, comme vous le savez, ça arrive souvent que les tableaux, malheureusement, soient facilement accessibles au vol. Ensuite, il y a toute la partie conceptuelle. Donc, ça, c'est ma double casquette, en fait, de productrice d'exposition, mais aussi de scénographe. Et c'est là, en fait, le cœur de mon métier et ma grande passion. Donc la scénographie, le scénographe en fait c'est souvent un architecte comme moi qui dessine l'espace, qui sert l'espace et qui sert surtout les œuvres. Parce qu'en fait le scénographe ne doit jamais, en fait avoir tout le spotlight sur lui. C'est l'œuvre qui doit être mise en valeur et lui c'est juste un facilitateur de tout ça en fait. Il crée l'espace, c'est un espace temporaire qui est en train d'être créé, mais aussi démonté pour à chaque fois avoir une nouvelle exposition à différents caractères. Il y a aussi le graphisme, parce que l'identité graphique d'une exposition est très importante. Et il y a le concepteur lumière, parce que la lumière joue un rôle extrêmement important. Même si sans le savoir, vraiment, ça joue un rôle extrêmement important. Il y a des filtres qui vont venir, par exemple,
accentuer des couleurs rouges, oranges, d'autres qui vont venir accentuer des bleus, des verts, et à chaque fois créer des moods différents pour l'expo et mettre en avant les expos et les œuvres. Bien sûr, donc là ça rentre un peu dans la partie conservation. Certaines œuvres ne peuvent pas être éclairées comme d'autres. Donc les œuvres papier par exemple doivent être éclairées de manière très douce, pas très accentuée pour les protéger. Et tout ça, un concepteur lumière va pouvoir le faire. Donc là, en fait, j'ai fait un petit schéma d'une œuvre d'art qui va partir de la maison d'un collectionneur ou bien de partir d'un musée vers un musée ou bien une expo. Donc tout d'abord, le commissaire d'expo fait la recherche, he spots the artwork, il sait ce qu'il veut. Il y a un contrat administratif qui se fait entre le musée ou bien l'endroit où on va exposer l'œuvre et l'endroit où l'œuvre est actuellement. Le transport, l'assurance. Le conservateur intervient pour faire un constat sur l'œuvre, donc pour constater s'il y a un truc qui manque, qui a bougé. Les préparations de l'œuvre, que ce soit des petites restaurations, des petites retouches, mais aussi des encadrements. L'accrochage et enfin l'exposition, donc on expose l'œuvre. Donc là en fait, je vais brièvement parler de comment en fait j'ai atterri dans ce domaine-là. Parce que là, je vous ai parlé un peu des métiers que j'ai découverts au fur et à mesure. Mais malheureusement, au Liban, personne ne m'a appris tous ces métiers-là. Ça n'existe pas encore. Ou bien, en tout cas, dans les écoles que moi j'ai faites, ça n'a pas existé. Donc, c'était une compilation de plusieurs expériences professionnelles et personnelles qui m'ont rendue jusqu'ici. Donc, tout d'abord, l'ALBA. Donc, bien sûr, c'est une école d'architecture qui a formé plein d'architectes importants à travers le monde. Donc à travers l'ALBA, j'ai fait un stage chez Halawed d'architecture. Donc c'est là en fait, chez Halawed, dans son bureau à Paris, que j'ai découvert qu'il y avait un métier qui s'appelle... Elle est écrivaine? Non, elle est architecte. Le musée du Louvre, à Abu Dhabi. Donc Halawed, en fait, c'est une architecte qui a travaillé avec Jean Nouvel pendant plusieurs années. Et qui a, pendant 10 ans, en fait, elle avec le Louvre à Abu Dhabi, le chantier. Donc, elle a vraiment beaucoup de mérite, énormément de mérite. Elle est toujours dans l'échange et elle prend toujours des étudiants de l'ALBA pour faire des stages chez elle. Et moi, en fait, je pensais que j'allais partir et, comme d'habitude, dessiner des armoires, dessiner des salles de bain. Donc, voilà vraiment ce que le stagiaire architecte fait normalement. Et Hala, en fait, elle me met sur un projet de Seno. C'était une exposition de l'artiste Nan Goldin, une photographe. Ah, celle de la Fondation Louis Vuitton. Oui, ouais, et dans les coulisses, ou bien dans les sous-sols du château de Versailles. Wow. Donc là, en fait, je vois que ça, c'est une possibilité dans la vie de faire des choses aussi belles, en fait. Je ne savais pas qu'il y avait accès à ce genre de choses. Donc, Hala déjà, Nan Goldin elle-même, c'est toute la scénographie de la photo. Justement. Donc là, en fait, Hala a intervenu de manière, comme je disais, très sobre pour que Nan Goldin puisse faire son intervention elle-même. Et c'était vraiment une expérience qui m'a complètement bouleversée parce que je me suis dit qu'on a la possibilité de faire des mariages entre des œuvres et des lieux magiques, entre des artistes et des lieux, entre des artistes et des architectes. Donc vraiment, la scénographie, c'est juste un dispositif, un outil que Hala a ici très bien utilisé pour faire cette expo. Donc là, en fait, ça a commencé à ouvrir mon esprit. Et quand je suis rentrée à l'ALBA, en fait, pour mon projet de diplôme, j'ai décidé que mon projet n'allait pas être normal ou bien typique. Et j'ai décidé de faire la réadaptation du roman Le Petit Prince en architecture. Donc là, c'était ma première étape vers vraiment une architecture conçue différemment, une architecture qui se marie avec l'art, avec la littérature, avec tout ça. Ensuite, donc, c'est à l'ICAR, ma deuxième école, où j'ai fait mon MBA en marché de l'art, où j'ai découvert aussi que le marché de l'art a besoin de professionnels comme les scénographes souvent pour exposer les œuvres, mais c'était plutôt vers les expos et les culturels que je voulais me focaliser. Donc là, c'était un projet de diplôme que j'ai réalisé en fait, c'était un projet pour l'exposition Louboutin, et il fallait exposer Christian Louboutin dans un espace, et ça, c'était une proposition.
Et c'est là en fait que durant mon stage à l'école d'ICAR que j'ai découvert cet endroit, ce lieu qui s'appelle Pouch Manifesto, donc, dont le professeur Najal a parlé. Donc Pouch Manifesto est un lieu atypique. Il n'en existe pas des lieux comme ça, beaucoup de lieux comme ça. C'est le plus grand incubateur d'artistes en Europe. Donc on est dans un endroit qui contient qui accueille 300 artistes, dans un immeuble de bureau qui était désinfecté, en plein Covid. Chaque artiste avait un bureau de 20 mètres carrés, payait un loyer un prix très compétitif de 10-20 euros le mètre carré, donc rien du tout, vraiment pour aider les artistes. Et on était vraiment dans un bâtiment très froid, mais à chaque fois qu'on ouvrait une porte, on se retrouvait dans un monde différent. Donc il y avait des artistes qui travaillaient la céramique, d'autres qui travaillaient la tapisserie, d'autres qui étaient peintres, il y avait une artiste qui avait des sapins qui descendaient du plafond comme ça dans son atelier. Donc vraiment, on était là à découvrir des artistes vraiment très très impressionnants. Et ce lieu-là, ce qui est intéressant dans ce lieu, c'est qu'il organisait des portes ouvertes à chaque 2-3 mois. Donc chaque 2-3 mois, il y avait des milliers de personnes qui venaient, qui voyaient ces artistes, et ce lieu, il les aidait à se mettre en avant, à les mettre en avant. Donc là, ils ont déménagé, ils sont maintenant dans une ancienne usine de parfums à Aubervilliers, à Paris. Donc je vous invite à aller voir, c'est un magnifique lieu de partage et de création. Pouch Manifesto? Oui. En fait, Manifesto, ils sont des ingénieurs culturels, ils font de l'ingénierie culturelle. Pouch, c'est un de leurs projets, mais c'est le projet le plus accessible aux artistes et qui met en avant ces artistes-là. Et moi, je rêve qu'un jour au Liban, on puisse vraiment avoir un lieu comme ça. Déjà, quand j'ai vu ce bâtiment, ça m'a fait penser à EDL directement, à une faille. Vraiment un bâtiment très froid. Le Parlement. Oui, donc un bâtiment qui n'est pas utilisé, qui est juste là en pleine ville et qui pourrait vraiment accueillir tous ces talents. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une étape qui m'a complètement changé, encore une fois l'esprit, qui m'a un peu chamboulé les idées. Et là en fait, je rentre à l'Institut du monde arabe. Donc à l'Institut du monde arabe, tout de suite, je me suis sentie un peu plus chez moi, naturellement. Donc c'est ma langue, c'est des gens du monde arabe. C'est en même temps des expos qui me parlent, des expos qui sont intéressantes pour moi. Et là, en fait, j'ai commencé en tant que stagiaire. J'ai appris à produire les expos avec tous les métiers dont je vous ai parlé. Mais aussi, donc là, ils ont découvert au bout de 6 mois que c'était intéressant que je fasse leur scéno for free parce que j'étais employée à l'intérieur de l'Institut et c'était intéressant de faire les petites expos. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à faire des scénographies. Dont une exposition sur Baya, une artiste algérienne qui a beaucoup travaillé en France et qui est assez bien cotée aujourd'hui, et d'autres expositions aussi à l'Institut du monde arabe. Et c'est là en fait qu'en 2024 je rentre au Liban après avoir créé ma boîte atelier Mimmoun, Maya Nassif, Mimmoun. Et je pensais qu'au Liban, je n'allais pas trouver du travail dans le domaine de la culture. Mais à ma grande surprise, en fait, il y a beaucoup de travail dans la culture, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de gens intéressants, des gens qui sont bienveillants, vraiment, qui veulent aider. Et même si j'étais parmi les premières centaines de milliers de jeunes qui sont partis du Liban quand il y a eu l'explosion du 4 août, je fais partie des premières centaines qui sont revenus aussi. Et vraiment, j'espère qu'il y aura plein de jeunes qui vont revenir parce qu'il y a beaucoup de travail dans ce domaine-là. Donc, une fois que je suis rentrée, là, je travaille au musée Sejso en tant que responsable des collections. La collection du musée Sejso comporte des trésors, vraiment, des trésors de l'art au Liban, plus de 2600 œuvres, mais aussi des œuvres en prêt qui viennent de collectionneurs, des œuvres aussi, des tapisseries, des tableaux, des céramiques, tout ça. Et là, en fait, ça c'est des scénographies sur lesquelles j'ai travaillé au musée Sejso également. Donc il y a une très belle exposition sur Abdelhamid Baalbaki en ce moment. En fait, on a voulu faire cette expo juste en sortie de guerre, parce qu'Abdelhamid Baalbaki est un artiste du sud, du village de Adaïsé.
c'est un artiste qui a beaucoup enseigné à l'université libanaise. Ses enfants sont presque tous artistes. Donc, dont Ayman. Voilà, Ayman c'est son neveu, Oussama c'est son fils. Soumeya, la chanteuse d'opéra, Lubnan aussi, qui travaille dans la musique. Le chef d'orchestre. Voilà, donc vraiment c'est une exposition qui a beaucoup plu, qui j'espère a beaucoup plu, vous pouvez aller la voir actuellement au musée Sourceau. C'est une expo qui a rendu hommage à un sud aujourd'hui complètement délabré, mais aussi qui a rendu hommage à la maison d'Abdelhamid Baalbaki. Dans la scénographie, en fait, on a voulu retravailler les meubles que lui-même a dessinés pour sa maison, parce que c'est une expo qui a voulu vraiment travailler sur l'intimité de la maison, l'intimité de ses enfants, l'intimité de sa bibliothèque qui n'existe plus aujourd'hui à cause de la guerre. Donc il y a plus de 8000 livres rares qui ont été saccagés par la guerre. Voilà, mais c'est une petite expo bijoux en fait, comme j'aime les nommer, parce que c'est un petit espace de 150 mètres carrés qui à chaque fois fait un focus sur un artiste précis. Donc là, c'est le tour de Abdelhamid Baalbaki. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le musée Sourceau se réinvente, parce que Abdelhamid a été refusé au salon de Tonnes il y a très longtemps. Et là, aujourd'hui, en 2024, il est exposé. Et au contraire, on le met en avant. Et on le met à un moment très spécifique et très clé de notre histoire. Une autre expo dont j'aimerais vous parler est une expo qui bientôt viendra au Liban. Oui. Donc en fait, c'est une exposition organisée par l'Institut du monde arabe sur les divas arabes. Donc c'est sur les divas de Fayrouz à Kalsoum. Donc Fayrouz, Werda, Dalida, toutes les divas arabes qui ont vraiment donc, changé l'idée d'une diva. On remarque vraiment dans cette expo l'émancipation de la femme. Quand on a une Sabah qui est dans les années 50, 60, en train de chanter sans complexe, vraiment très heureuse, dans son bubble bath, vraiment presque. Et aujourd'hui, on n'a plus ça. Aujourd'hui, on sent que les artistes sont plus dans la pudeur, on a plus peur. Donc là, en fait, c'est une exposition qui montre cette époque-là, ou bien cette golden era de ces divas-là, qui ont changé la face du monde arabe. Donc c'est une expo qui est arrivée à un moment important dans ma carrière. Donc, j'ai pas travaillé sur cette expo à l'Institut du monde arabe, mais quand j'étais en train de partir, cette expo voyageait à Amman, en Jordanie. Donc j'ai aidé à la production de cette expo et aujourd'hui, heureusement, avec l'aide de beaucoup de mécènes et beaucoup de personnes, cette expo vient au musée Sourceau. Donc vous avez le 2 octobre, c'est le bon donc c'est une expo, je ne vais pas vous en dire plus, c'est toujours venir à la voir. Oui, et donc vraiment c'est une belle expérience. C'est plutôt différent de la stratégie normale du musée parce que c'est beaucoup plus grand public que d'autres expos. Mais je pense qu'aujourd'hui, surtout en sortie de guerre, avec Abdelhamid, on a parlé à un hommage sur le Sud. Avec Diva, on parle d'une renaissance, de la vie, de la fête, de Beyrouth, en fait, qu'on a envie de reconnaître comme elle était avant même que moi je sois née. Et de Beyrouth, donc voilà. Une autre expo aussi que j'aimerais vous présenter, c'était la première expo inaugurale d'un lieu qui m'est très cher. C'est le pavillon Nourad Saïd annexe au musée national. Donc c'est un lieu vraiment magnifique. Les dames là-bas du comité sont juste magnifiques. Quand je suis rentrée au Liban, elles m'ont accueillie avec des bras grands ouverts, vraiment, en me disant que on a besoin de talents comme ça au Liban. Et c'est une expo en fait qui a été faite en partenariat avec BEMA, Beirut Museum of Art. Donc BEMA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un musée qui est en cours de construction, qui n'est pas encore construit, mais qui a la protection du ministère de la Culture. Donc il y a vraiment des trésors de notre ministère de la Culture. Donc c'est une collection qui a été retrouvée dans un état assez délabreux. Et BEMA a une équipe de spécialistes, dont les métiers dont je vous ai parlé avant, qui vient restaurer, inventorier, travailler les œuvres et vraiment les mettre en bon état.
Et c'est dans ce lieu-là, le pavillon Noura de Saïd, que Bema a pu exposer une partie de ses œuvres. Et c'est Bema aussi qui a travaillé sur le commissariat ou bien le curation de cet espace. Donc c'est une expo qui parlait de portes et de passages. Elle a été démontée, il y a encore une partie de l'expo qui est encore en haut. Donc les portes et les passages de notre mémoire, de notre inconscient, mais aussi les portes et les passages de notre peut-être parfois exil. Donc c'est vraiment une façon métaphorique de parler de passage. Et ça fait un très bel hommage à plein d'artistes libanais, contemporains et modernes. Donc il y a des artistes comme Nabil Nahas par exemple, qu'on voit là, comme Lamia Jrej, comme Jacques Dabarian, Hatem Imam. Donc vraiment c'est une exposition qui a mis en écho plein d'artistes différents. Et je trouve que c'était une expo qui reflète vraiment bien notre situation au Liban et toute la richesse qu'on a au Liban. Donc c'était une scénographie inspirée bien sûr par les portes et les passages. Donc là en fait dans la scéno, ce qu'on a voulu faire c'est créer des passages, des perspectives, créer des portails, créer aussi plusieurs perspectives intéressantes pour le visiteur à chaque fois qu'il voit une perspective différente de l'expo. Et ce qui est intéressant, c'est que là, le 19 juin, on inaugure une nouvelle expo au pavillon qui va avoir une identité complètement différente. Donc déjà, la collection qui est exposée est complètement différente et en plus, la scéno est complètement différente. Tu fais la scéno aussi de la nouvelle? Oui. Voilà. Et elle est relative à quoi? C'est une expo sur quoi? C'est qui les affiches? C'est la collection Philippe. La collection Philippe Jarre. Je connais sa collection. Voilà. Donc là, en fait, c'est un peu le process dans lequel on travaille. Donc, moi, ma façon de travailler, c'est vraiment avec le commissaire directement. Donc, on monte l'espace en 3D, on met les œuvres dedans et vraiment, on fait des simulations de l'exposition 10-15 fois avant qu'elle soit vraiment installée. Mais comme vous le savez tous dans le domaine de l'art, quand on est sur place, tout change. Donc, le tableau qu'on pensait être là, on le rechange, on le met à un autre endroit. Mais la simulation est vraiment importante, ça vous permet de voir. Une exposition que je voulais vous présenter également à l'Institut du monde arabe qu'on a réalisé. Donc c'est Étienne Diné, une expo sur un artiste orientaliste en fait qui s'est converti à l'islam et qui a passé la majorité de ses jours en Algérie. Donc c'était vraiment un artiste orientaliste qui a beaucoup peint vraiment ce qu'il voyait, des scènes du quotidien, des filles, des femmes, des personnes dans le village, vraiment. Donc ici, l'idée, c'est qu'on a voulu vraiment recréer un espace hyper contemporain, hyper instagrammable, si j'ai envie de dire ça, par rapport à un artiste qui peut-être est un peu orientaliste, c'est vraiment... Voilà, donc classique. Donc on voulait vraiment attirer des jeunes pour cette expo, même si le contenu de l'expo était beaucoup plus classique. Une expo qui a été faite par le commissariat de l'Institut du monde arabe, dont Eric Delpont, qui est le directeur du musée de l'Institut du monde arabe, sur la Palestine. Donc ça, c'était une expo qui a été faite juste avant la guerre en Palestine, qui a été faite sur 3 espaces et qui expose la collection du musée de la Palestine en exil. Donc c'est grâce en fait, à l'ambassadeur M. Elias Sambar, qui a collectionné dans son modeste bureau d'ambassadeur plein d'artistes et plein d'œuvres, que cette collection existe aujourd'hui. Donc quand M. Elias Sambar n'a plus pu pouvoir mettre ses œuvres dans son bureau, elles sont devenues trop nombreuses, il a fait appel à l'Institut du monde arabe pour déposer ces œuvres-là. Donc aujourd'hui, l'Institut du monde arabe travaille en partenariat avec Elias Sambar et joue un rôle important parce que c'est une institution à Paris qui contient des œuvres d'art appartenant à la Palestine, dans le but que peut-être un jour on pourra les exposer donc là-bas en Palestine. Donc là en fait c'est une collection très éclectique. Le challenge de cette expo c'était vraiment de mettre toutes ces œuvres ensemble parce qu'elles sont tellement différentes. Et en même temps c'était de créer un discours, vraiment une vocation, une identité à cette exposition. Donc voilà, c'était un peu ça.
Et là, en fait, il y avait une partie sur Jean Genet, donc, qui était un auteur français qui a assisté au massacre de Sabra et Shatila au Liban. Donc, Jean Genet a beaucoup écrit sur ça. Dans sa valise, donc ces valises iconiques, on voit plein d'écrits sur cet incident-là au Chili. Et vraiment, il a beaucoup supporté le mouvement des Black Panthers qui s'est passé aussi entre-temps. Et vraiment, donc c'était une exposition de ses valises et de tout ce qu'il avait dans ces valises-là. Une exposition aussi à l'Institut du monde arabe qui a été faite par donc là c'était vraiment assez intéressant, c'était un vidéo game Ubisoft, donc Assassin's Creed, qui pour la première fois se déroulait dans une ville arabe, Bagdad. Donc là en fait l'idée c'était de présenter ce vidéo game, mais aussi de le mettre en partenariat, en mariage avec des objets archéologiques de Bagdad, du musée de l'Institut du monde arabe. Donc encore une fois, l'ancien rejoint le nouveau dans cette expo. Et là, c'est la toute première expo sur laquelle j'ai travaillé, donc mon baptême de feu dans le milieu de l'art, c'était Baya justement, donc l'artiste algérienne dont je vous ai parlé, qui a été adoptée par une dame française et qui l'a beaucoup soutenue dans sa carrière d'artiste. Donc son style est très reconnaissable, très naïf, la femme toujours au milieu, au centre. Toujours des créatures un peu fantastiques dans ses tableaux, des patterns algériens, mais aussi beaucoup de couleurs et beaucoup d'accessibilité vers un public qu'il aime beaucoup. Là, c'était en fait... C'était depuis peut-être 3 ans, voilà, quelque chose comme ça. Exactement. Et là, en fait, ce sont des concours pour lesquels j'ai été finaliste. Donc voilà, un au Musée de l'Homme sur l'exposition Wax, donc de tissus africains. Donc voilà, tout l'art du wax en fait, qu'on voit toujours dans le merchandising, dans plein de choses. Et deuxième exposition là qui va ouvrir bientôt, ça n'a pas abouti, je suis arrivée en finale, ça n'a pas abouti, c'est les 150 ans de l'Opéra Garnier. Donc là en fait, on parle de plein d'architecture de l'opéra, de costumes, de plein d'artefacts en fait de l'opéra. Donc il va avoir lieu dans l'Opéra Garnier. Voilà, donc ça c'est une petite présentation rapide. Scénographie. Voilà, de mon travail. Ou Akid, si vous avez des questions, je suis plus là dans l'échange. Ma carrière est encore à son tout début. Il faut que je précise ça. Avant de vous poser une question, on veut d'abord vous féliciter pour le pour le retour. Hier, à l'ambassade de France, il y avait une journée Alumni Day pour tous les diplômés de France. Il y avait une centaine de diplômés. Je faisais partie des pilotes qui vous devez conseiller. L'invité d'honneur, c'était Salim Mehdi. Salim Mehdi a parlé de son expérience personnelle et comment il a vécu tout ça. Il est rentré au Liban à l'âge de 47 ans et aujourd'hui, la compagnie de Salim Mehdi, elle fait exactement le même travail que fait le bureau de Paris ou de n'importe quel. Donc il faut croire au Liban et il faut vraiment investir au Liban ses talents et on vous félicite pour ça. Merci Maya. Merci on n'y croit beaucoup puisqu'on est encore là. Oui. Et on rame, et on rame, et on Je rame. pense qu'il faut non seulement féliciter ceux qui reviennent de l'étranger, mais il faut aussi féliciter ceux qui sont nés au Liban, qui ont cru au Liban et qui se sont battus pour que le Liban continue et continue. Et qui Il faut être juste avec tout le monde. Maya, donc tu as dit que tu as 2 chapeaux. Et en général, justement, on voit un peu ta signature parce que tu es plus dans les couleurs chaudes, comme je vois. Est-ce que pour les photos, est-ce que tu as eu une expérience pour une exposition de photos et comment ça peut se passer? Il y a une mise en scène Bien pour sûr. ce genre d'exposition? Bien sûr, donc en fait, l'exposition de la Palestine, dans une des salles, c'était que des photos. Et c'était des photos vraiment très anciennes, avec une technique de photographie très ancienne qui s'appelle PL, qui était vraiment la première technique qui a permis d'avoir des photos en couleur. Donc là, pour cette expo, j'ai vraiment opté pour des murs blancs, donc vraiment pour mettre en avant la photo. But again, parce que je suis à l'intérieur des coulisses et je travaille beaucoup avec les commissaires, je ne suis pas une intervenante scénographe
عندي 10 projets. Je suis dans le bain avec le commissaire. On travaille beaucoup ensemble. يعني je respecte beaucoup ce que le commissaire veut, ce que l'œuvre d'art بيلبق له. Donc vraiment, ça dépend aussi de l'œuvre qu'on va exposer. Et pour le curateur, par exemple, c'est lui qui décide de la position de Haïda ou bien? En fait, lui, il parle d'un parcours, il fait une suite chronologique pour son parcours, et ensuite on travaille ensemble pour le mettre en scène. Et après, il y a des évidences visuelles ou bien instinctives qui se créent. Parce que nous aussi, il y a toujours un parcours très scientifique fait par le commissaire. Une petite question aussi à propos de Liman. La plus grande collection de Liman, c'est Claude Léman qui l'a offert. Claude Léman a fait une donation il y a quelques années d'une très grande collection, de sa collection en fait à lui. Et l'Institut du monde arabe est en train d'agrandir son musée justement to host this collection. C'est vrai qu'elle a répondu à des manques qui existaient au musée de Lima, mais la collection du musée est assez impressionnante aussi. Il y a Moi, beaucoup je pensais de choses. que c'est lui le plus grand. Déjà, elle est assez riche. Déjà, elle est très riche. Peut-être as a single donor, c'est Claude qui a certainement donné plus d'œuvres. Oui. Je pense que c'est Claude qui finance également la construction du bâtiment. Il est d'une générosité incroyable. Claude. Là aussi, on peut rendre hommage au Libanais. Bien sûr, bien sûr. Oui, Et Parce Claude, que c'est un geste fou qu'il a fait. C'est un personnage. Son appartement, tout. Léman, il a changé un peu. Il a changé. Oui. Ah d'accord, parce que là pour moi c'était à Oui, France. oui. Ah d'accord. Mais Donc, est-ce il qu'il est y a, libanais. avec l'Institut, là maintenant, d'Iva, est-ce que c'est pas avec l'Institut, c'est-à-dire avec de Amman, on l'amène? non, c'est en fait le commissariat de l'Institut du monde arabe. Nous, on le produit. Donc, nous avons la production. Et on va l'étoffer, je pense, parce que le côté Férouz n'était pas très... Voilà, donc nous, en fait, pour un public libanais, on n'est pas en train de voir ça avec les yeux d'un public français. On est dedans. Donc, il faut parler plus de Férouz. On est en train d'étoffer l'expo, justement. Super. Mais c'est Puisque toujours... vous parlez de l'Institut du monde arabe, il faut savoir que Serge Najjar sera exposé à l'Institut du monde arabe en 2026. Oh, bravo! On ira tous le voir. Quelle est la place de Beyrouth en tant que plateforme culturelle de l'art pour l'art, marché de l'art? Moi, je suis plutôt pas dans le marché, je suis plutôt dans le domaine culturel, il y a les musées et tout ça. Beyrouth, c'est sûr que c'est un lieu très important. C'est vraiment une référence. Même quand j'étais à l'Institut du monde arabe, tout passe par Beyrouth, vraiment, tout. Même pour l'exposition d'Iva, une grande partie des prêts est sécurisée de Beyrouth. Et c'est des prêts vraiment qui sont... C'est tellement riche, c'est tellement diverse, éclectique, qu'on retrouve tout ce dont on a besoin à Beyrouth. Mais moi, je pense aussi que, ok, c'est vrai que je suis rentrée à Beyrouth, je suis rentrée avec responsabilité. Mais je me suis bloquée du monde. Non, Beyrouth, c'est une trampoline pour aussi ramener des informations de l'extérieur et faire fleurir, c'est sûr. C'est sûr que le monde de l'art à Beyrouth est assez niche. C'était assez facile pour moi de rencontrer tout le monde assez rapidement. Ça, c'est un des avantages de Beyrouth. Oui. Je pense que c'est de Beyrouth que rejaillit vers le Moyen-Orient, en tout cas, c'est mon point de vue, la culture et l'art jusqu'aujourd'hui, malgré les tribulations malheureuses des 40 dernières années. Il y a quand même de très vieux collectionneurs au Liban, il y a des gens qui collectionnent depuis plus d'un siècle, et ces collections continuent de croître. En revanche, ce qui serait intéressant, et c'est peut-être une partie dont vous pourriez parler, c'est de faire justement venir les gens à Beyrouth, vous voyez, que ce soit, parce qu'on parle beaucoup de Dubaï, et très bien, et Abu Dhabi, il y a des critiques à faire, mais il se passe beaucoup à Beyrouth. C'est vrai. Et c'est vrai que je ne sais pas comment on peut marketer la chose, comme c'est vraiment intéressant. Les Libanais sont abreuvés d'art, de culture. En fait, c'est une
c'est une bouffée, enfin, c'est oxygène pour le Libanais. Juste un petit exemple, même en plein Covid, alors que tout était, il n'y avait accès à rien du tout, alors il y avait des groupes WhatsApp qui s'organisaient, non seulement il y avait des ciné-clubs qui se faisaient sur Zoom, il y avait constamment des événements culturels qui se faisaient sur des groupes WhatsApp, alors que d'abord on était dans la dèche, parce qu'on avait connu des circonstances économiques incroyables, deuxièmement on n'avait pas les moyens, et deuxièmement parce qu'on ne pouvait même pas circuler, c'était une situation extrêmement chaotique. Avec tout ça, on continue avec les petits moyens qu'on avait. Donc je pense que c'est dans l'ADN du Libanais que d'être dans la culture, dans la création, dans toute la création artistique. Est-ce que vous acceptez les questions en anglais? Bien sûr. Alors, Nasser et Madame, go ahead. How does the market in Beirut compare to Dubai? To Dubai, I didn't have the chance to experience myself the market of Dubai, but I think that I feel like a lot of initiatives that are in Dubai are made by Lebanese people. يعني ça c'est, il faut que je dise ça يعني. بس إنه Dubai c'est أكيد إنه it's giving out opportunities that for young people and young investors and for the art market that maybe we don't have. Isn't it a fictitious market? Oui, aussi. On va rester politiquement correct. Soyons politiquement corrects. Vous êtes sur un projet maintenant? Là, je travaille donc du coup à l'Institut, au musée Sochaux avec l'Institut du monde arabe sur Diva et en même temps au musée, donc au pavillon Noura de Saïd. Et voilà, je suis toujours en projet, toujours bien. Moi, j'ai une question. Oui. Maya, merci beaucoup pour cette présentation qui était formidable et qui a très bien mis le doigt sur les différents métiers que nous avons dans les musées et dans les galeries. Les gens ne connaissent pas très bien ceux qui sont bien sûr extérieurs à ce monde de l'art. Moi je sens, je ne sais pas si vous allez être d'accord, qu'il faudrait initier à partir du Liban soit des projets d'exposition qui attirent précisément pour répondre à votre question. Parce que je sens qu'on est un petit peu passif, entre guillemets. Ça veut dire qu'on attend toujours que la demande vienne de l'extérieur, et bien que le projet se fasse, bien sûr, à cause de peut-être de financement que nous n'avons pas aussi. Mais je sens qu'on a un rôle à jouer aujourd'hui pour remettre précisément le Liban et Beyrouth sur la scène internationale en initiant des projets. Est-ce que vous êtes d'accord? Bien sûr. Et la façon la plus simple de faire ça, c'est de faire des projets itinérants. Oui, bien sûr. Mais il faut qu'ils soient suffisamment forts et suffisamment consistants pour qu'ils puissent précisément tourner. Par exemple, l'expo de Diva, elle peut être exportée en Égypte, par exemple. Mais ce n'est pas une exposition libanaise, c'est une exposition initiée par l'Institut. Oui, mais elle va être étoffée par le Liban et on peut vous êtes en même temps responsable de la collection. Il faut dire les choses comme entre autres. on les a laissés mettre à rappeler. Vous avez donc, vous êtes en même temps de vos fonctions au musée sur Soc. Vous êtes également, vous avez un bureau d'études qui est pour la scénographie, donc vous êtes en fait selon vous êtes sollicité à côté de votre travail en tant que responsable. Oui. Donc vous avez les doubles casquettes. Vous avez quand même aussi laissé la liberté de prendre des projets, de travailler sur des projets en marge aussi de vos fonctions au sein du musée sur Soc. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc en fait, j'ai travaillé sur... Vous avez quel âge? 28 ans. Avec 8 ans? Elle est mariée. Non, mais elle est jeune, une autre ce qu'elle a fait. Madame H, elle va vous poser une question. I would like to intervene in the question of the art market in Dubai because I lived there 23 years and I saw all the art market and the city in the making. I think it's very international in the sense we cannot consider it as Middle Eastern only because there is a lot of players between Iran and now there are Russians and Africans, so it's a completely different dynamics. I think the Saudi market is going to be a huge market in terms of Arab art. I think so. Yeah. Absolutely. So there is definitely a shift in the access. Dubai is going to be playing an international role than it has been playing. And now if we are talking Arab, it's Qatar and Saudi. Yes. But Je Beirut peux is ajouter small. quelque chose. Oui. Il Beirut semble remains que le the marché- source. Yes. Il semble que le marché de l'art en Occident
connaissent une petite baisse maintenant. Et on sait et on dit que les grandes maisons de vente sont en train de se recentrer dans les pays du Golfe. Le marché émergent. Tous, pas que les Golfe. Il y a le rapport IBS de base de Sotheby's et Christie's sont en train de rechercher des possibilités d'emploi. J'essaie de suivre les règles de l'art. Merci beaucoup Maya, c'était très intéressant de voir ce parcours qui est très atypique et typique. Ce qui est atypique, c'est le retour au Liban et ce qui nous fait plaisir, c'est de voir qu'il y a des possibilités, des ouvertures et qu'on a vraiment besoin de ça. Et puis typique parce que c'est un monde extrêmement riche et dans lequel la formation n'est pas continue. Oui. C'est forcément quand on rentre dans le domaine de l'art, on a une multiformation et je pense que le Liban est une scène importante pour ça. Alors je voudrais rappeler uniquement que jusqu'aux années Covid, il y avait Laure d'Hauteville qui organisait le Beyrouth Art Fair, qui était annuel et qui avait atteint des dimensions régionales, voire internationales. Malheureusement, il faut qu'on remonte la pente qu'il y a entre le Covid et puis la crise bancaire. C'est ça qui nous a fait reculer à ce point. Et sans initiative, aussi bien association secteur privé, secteur public, c'est dans ce domaine d'ailleurs que l'art et les expos réussissent, on ne pourra pas recommencer à ce niveau-là. Peut-être qu'il faut relancer cette Beyrouth Art Fair avec les anciens artistes qui venaient et les nouveaux. Enfin voilà, il y a toute une possibilité. Actuellement aussi, j'aimerais juste rappeler que, je ne sais pas si vous avez eu un rôle dans l'exposition Trésor sauvé, Trésor de Gaza, mais à côté, il y a les photographies de la Bibliothèque orientale qui s'exposent à Lima. Oui, et qui sont exceptionnelles. Et nous avons à la Bibliothèque orientale encore, je dis nous parce que j'ai présidé l'association des amis de la Bibliothèque orientale pendant 8 ans et on a organisé des expos à Paris. Mais ce n'est que le tiers de ce qu'il y a encore dans la Bibliothèque orientale. Et il pourrait peut-être y avoir des expos ici au Liban en espérant que celle qui est à Paris va venir aussi. Bien sûr. Donc, mais là, à Sursaut, je pense que vous êtes limité en ce moment dans le cadre du musée Sursaut où vous pouvez faire aussi des choses en extra. Bien sûr que oui. Donc je le fais par exemple au Musée national là pour le pavillon. Mais c'est plutôt en termes de scénographie et de production pour l'instant. Mais bien sûr, je serai ouverte à travailler sur des nouveaux projets. Hors Sursaut, c'est-à-dire oui, vous avez cette latitude. Oui. D'accord. On va vous mettre à contribution. Il me semble qu'il y a plusieurs expositions avant celle des divas. Je pense qu'il y a plusieurs qui sont en attente parce qu'on m'en a parlé déjà de 2. Enfin, je ne vais pas les évoquer, mais je pense qu'il y en a une ou deux qui sont déjà. Il y en a une déjà actuellement que vous pouvez aller voir, Johanna et Khalid, voilà, qui est très belle. Oui, Non, mais Diva est prévue pour juste après. Ah, juste après. Oui. I would like to add one more thing here. What makes Beirut special in terms of an art hub? Because we had this, they had invited professionals at the Goethe Center. Now it's run by the German embassy, and they were comparing Beirut to Sharjah because they have the Biennale, to Jeddah because they have Islamic Biennale, and to Qatar. And after 4 days of lectures, we all discovered that what makes Beirut special is that we are free to do whatever we want. Yes, and very well traveled. But we don't have the cultural involvement. Politically correct. The We don't have politically correct. No, we have the liberty to express ourselves, and it's all personally initiated. Absolutely. So we don't need a government to create something. They have, like Sharjah, have a strategy for 30 years. So these are people who have strategists to do their projection for the cultural sector. We do it organically. Yes, we don't have the money to do I know, whatever but this we want. is why it's special. Yeah, because we keep with no money and we keep on trying. Est-ce que les musées ont de l'argent pour acheter?
Il y a des mécènes. Quel musée? On accepte des donations. Simplement pas le musée national. Quel musée vous parlez? Tous les musées, je pense, sont pareils. Est-ce qu'au Liban, on a une protection des droits des copyrights ou dans le monde de l'art? Est-ce qu'il y a une législation pour préserver ces droits? Non, elle n'est pas passée. Il y a eu des études sur... il y a eu plusieurs essais pour arriver avec le ministère de la Culture qui travaillait sur le copyright. Mais jusqu'à présent, à ma connaissance, ce n'est pas passé. Mais il y a eu beaucoup d'études. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Pourquoi c'est pas passé? Mais je dois vous dire que sur le plan de la création des création des moyens d'acheter, le Louvre par exemple, et d'autres musées dans le monde, ont lancé des projets d'achat d'œuvres majeures, et chaque personne qui paye est propriétaire d'une petite partie, comme s'il s'agissait d'une action dans la propriété de l'œuvre entière. Et je crois que ce serait très intéressant de cibler un certain nombre de trésors nationaux, libanais ou autres, pour meubler les collections des musées et ouvrir la souscription en donnant la possibilité aux souscripteurs de devenir propriétaires d'une parcelle, d'une action, d'une petite action, d'un pourcentage de cette œuvre. Je crois pas beaucoup. Oui, mais en réponse à notre cher professeur, vous savez que le musée Sirso a un statut très spécial. Ça a été un don de Nicolas Sirso, et donc c'est le Moutawalli اللي هو رئيس البلدية اللي هو ما بنقدر يعني هو عطى للشعب اللبناني. Donc je ne sais pas à quel point, si vous avez un côté juridique qu'on peut faire, déjà le musée Sirso repose sur une anomalie juridique. Exactement. Il faut libérer un peu le musée. Parce que figurez-vous que pour le musée Sirso, il y a une loi votée par le Parlement qui donne uniquement au musée Sirso une partie des impôts perçus par la municipalité de Beyrouth, contrairement au principe selon lequel la loi ne peut pas être faite pour une seule personne. Et ça, c'est juste pour les permis de construction. Non. 5% des permis de construction, c'est au musée Sirso. Oui. Ça n'existe pas dans la loi fiscale. Entre autres. C'est contraire à la Constitution. Ok, il y a rien que nous avons là. Blague, c'est une bonne chose. Maya, posez des questions. Moi? Oui. Si vous ne voulez pas poser des questions, il faut que nous mettions une pause. C'est plutôt la mère, c'est à nous de lui poser des questions. On peut une dernière question, peut-être pour Anne-Marie, plutôt que pour nous tous. Est-ce qu'il y a une campagne sérieuse au Liban pour récupérer les trésors qui ont été pillés du Liban et qui devraient être dans le musée national? Et c'est une campagne récente l'année passée qui a eu lieu sur plusieurs, qui sont dans des musées internationaux d'ailleurs. En présence de Maître Najjar, moi je ne vais pas rentrer dans les législations, non, parce que mais je peux vous dire exactement ce qu'il en est. D'abord, tout ce qui est les trésors nationaux qui sont partis du Liban, on ne parle pas de pillage. On était d'abord sous mandat français et avant ça dans l'Empire ottoman. Donc, tout ce qui a été pris du Liban en termes d'archéologie spécialement et de découverte, et c'est un nombre incalculable. En fait, on sait exactement. À mon avis, et maintenant Jacques confirmera peut-être, ne peuvent pas rentrer comme ça sous des lois, sous la loi de la restitution d'œuvres d'art. Par contre, ce qu'on peut prouver, et surtout après la convention de 1970 de l'UNESCO, qui prohibe le trafic illicite et la sortie d'antiquités du territoire, qui a été ratifié par le Liban. Par contre, ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on peut prouver qu'un bien a été volé du Liban,
Là, on peut enclencher un processus de restitution ou de retour d'objets. Et c'est ce qui s'est passé en 2016. Mais je dois vous dire comment les choses se sont passées. En 2016, j'étais, si je peux faire une petite parenthèse, à Abu Dhabi, à une conférence sur le trafic illicite précisément. Et dans le même panel que moi, il y avait le directeur du Metropolitan Museum, Thomas Campbell, qui me dit à la fin de la session, I think we have at the Metropolitan Museum a piece that could belong to Lebanon. Voilà. Donc j'ai dit, très bien, la tête de taureau, c'est ça. Donc j'ai dit, envoyez une photo et puis on va vous répondre. Et il a envoyé la photo d'une tête de taureau qui est un marbre extraordinaire découvert à Eshmoun en 1967 par une fouille régulière qui était le professeur Dunant qui fouillait à l'époque, 1967, et qui, Maurice Dunant, c'est ça, c'est bien. Et ensuite, ce qui a été fait, c'est que les objets qui étaient à Eshmoun pendant la guerre, et plus précisément en 1987, ont été déménagés des dépôts de Eshmoun dans les dépôts de Byblos pour les protéger. Or, en août 1981, il y a eu un vol organisé. 3 camions se sont arrêtés devant les dépôts de Byblos. Et à l'époque, on a pensé qu'il y avait plus de 2000 pièces qui avaient été volées. Wow. Spécialement les objets d'Eshmoun. Pourquoi? Parce que c'était des objets facilement transportables, des petites pièces. C'était des objets en marbre, donc facilement aussi qui étaient mis sur le marché des antiquités et qui allaient être achetés de manière facile. Donc ce n'est plus 2000 objets finalement, c'est retombé à 600 et puis finalement probablement c'est 300 pièces qui ont été volées. Donc la tête de taureau qui s'est retrouvée 40 ans plus tard au Metropolitan Museum. Donc le Metropolitan Museum a dit nous on veut bien la rendre, la restituer au Liban, sauf qu'elle ne nous appartient pas. Elle appartient à un collectionneur privé, un couple de l'Ohio, donc les Birvoltes, qui l'avait prêté, en fait, il l'avait mise en consignation au Metropolitan Museum parce que ça fait une plus-value au bout de 10 ans, bien sûr. Et donc, cette pièce, quand on a demandé la restitution, les Birvoltes ont refusé. Ils ont intenté un procès au ministère de la Culture. Ils m'envoyaient des mails en disant nous sommes les plus forts parce ils ont mis bien sûr un bureau d'avocats qui disait nous sommes les plus forts et on gagne toujours tous nos procès à New York, etc. On a eu l'aide de l'ambassade des États-Unis au Liban, on a eu l'aide d'Interpol, du FBI, du ministère des Affaires étrangères, de tous les ministères en fait, de la justice. Et donc c'est comme ça qu'au bout d'1 an de procès et de suivi, on a eu le retour de cette tête de taureau. Mais sans rien payer. Sans rien payer. Eux, ils avaient acheté 1 200 000. Ils l'ont acheté quand? 1 200 000 en 1996. Vous avez entamé le procès, ça a dû être financé. Alors ça a été offert par un bureau d'avocats à New York qui a fait ça pro bono. Et donc, on a pu comme ça répondre de manière suivre à partir de là les autres objets. Le district attorney à New York a dit nous, on ne peut pas suivre aujourd'hui le vol de 1981 du Liban jusqu'à son arrivée au Metropolitan Museum en 2016. Par contre, ce qu'on peut faire, on fait le chemin inverse. Et donc, il y a eu une enquête. Et je pense qu'ils ne nous ont pas aidés pour nos beaux yeux ou comme ça. Ils nous ont aidés parce qu'il y avait lié au trafic d'antiquités un trafic autre, qui était du blanchiment d'argent, qui était des armes, qui était beaucoup d'autres choses. Et donc, ils ont suivi et il y a eu des gens qui ont été arrêtés. Il y a un gros dossier sur des Libanais, mais quand c'est arrivé au Liban, ça a disparu. C'est rentré dans les... Oui, c'est caché dans les tiroirs, il n'y a pas eu de... Anne-Marie, si je donc tu as dit que tout ce qui est avant, on ne peut pas, il y en a autant du mandat. Oui. Mais moi, je te dis, franchement, on a vu ça de nos propres yeux. C'est ma grand-mère qui nous racontait, puisque je suis de Byblos, les petites barques qui venaient chaque soir amener tous les objets de Byblos vers qui, grâce à M. Dunant, à cause de M. Dunant, qui les amenait vers la France. Donc ça, c'était, il y avait des preuves. Mais je vais te dire c'était à l'époque. Je vais te dire pourquoi. Parce que c'était dans la loi.
quand il y avait une équipe étrangère, il y avait une équipe étrangère qui prenait un chantier de fouilles. Il avait droit à la moitié. Il avait droit à la moitié. N'est-ce pas? C'était dans la main. Ça allait de soi. Donc, il y a une jarre qui est très importante où on a trouvé, vous savez, les figurines que tout le monde appelle figurines phéniciennes, qui sont des figurines de l'âge du bronze. C'est bien avant la Phénicie. Mais enfin, ces figurines de Byblos en bronze ont été découvertes dans une jarre et cette jarre a été divisée en deux, le contenu. La moitié est en France, au musée du Louvre, et l'autre moitié au musée national. Mais la loi a changé. La loi a changé, bien sûr. Bien sûr. Maintenant, c'est quoi la loi? Maintenant, c'est quoi les 300 objets de Hachon? Vous n'avez pas pu les retracer? On a récupéré une dizaine. Récupérer déjà. D'autres, on pouvait les retracer finalement. Il y en a 300 quand même. Voilà, je m'excuse pour cette parenthèse. Non, mais on peut faire une mise en scène au musée national. Est-ce que le musée national... Oui, je sais de quoi il s'agit. Perhaps the gentleman could tell us something about insurance of artwork in Lebanon. Well, apparently... Can I interrupt you? Let me finish this issue first, please. Just a moment, Nasser, please. Moi, je crois que puisque nous parlons d'un sujet aussi grave, la récupération de trésors nationaux, il faudrait que le musée national envoie une lettre au ministre de la Culture pour organiser en tout cas un colloque ou une journée d'études pour savoir comment récupérer les objets qui font partie du patrimoine historique, du fondamental historique libanais, auprès des musées occidentaux et autres. Parce que quand on voit ce qu'il y a au Louvre, quand on voit ce qu'il y a au British Museum, quand on voit ce qu'il y a au Metropolitan Museum, quand on voit tous ces trésors qui se sont éparpillés, je crois qu'il est utile que notre ministre de la Culture ait du pain sur la planche. Ça, c'est un. Très bonne idée. Bravo. Deuxièmement, je dois vous dire une chose aussi, c'est que lorsqu'il y a eu le renversement du régime de Saddam Hussein en Irak, il y a eu un trafic extraordinaire parce que les objets du musée de Bagdad ont été pillés et ils ont été éparpillés et vendus même au Liban à des prix dérisoires, genre $200, une pièce d'art importante. Troisièmement, je dois vous dire une chose. En tant qu'avocat, j'ai eu l'occasion de vivre la chose avec les fameuses sculptures du temple d'Eshmoun. Eshmoun était le dieu de la fécondité. C'était pas un temple très connu. Mais une fois, on a essayé de vendre à Genève l'une des statues iconiques du temple d'Eshmoun auprès de Sotheby's. Et par hasard, un chercheur allemand, Rolf Stucky, voilà, Suisse, allemand, en farfouillant dans le catalogue de la vente, il a trouvé la photo de ces sculptures. Alors, il s'est adressé à Sotheby's et lui a dit, mais ça, c'est des objets de fouille qui proviennent du temple d'Eshmoun du Liban. Vous ne pouvez pas les vendre. Vous n'avez pas le droit de les vendre. Alors, Sotheby's n'a rien fait et le professeur allemand s'est adressé à l'ambassade du Liban à Berne. Il y avait à l'époque notre ami Fouad Turk, qui était ambassadeur du Liban à Berne, et il s'est avéré que ce sont des antiquaires libanais qui avaient vendu, qui avaient mis aux enchères. On les connaît très bien. Et je les connais bien. Alors je ne continue pas l'histoire. Si.
Parce que vous les connaissez, je ne Oui, peux pas. non, je connais que pas bien ce mot. Bon, je ne vais pas dire les noms. Mais moi non plus. Alors, l'ambassadeur Fouad Turk, à l'époque, qui était un ami, a voulu poursuivre ces antiquaires libanais. Ces antiquaires libanais sont venus chez moi. Ils m'ont dit comment nous défendre. J'ai dit la meilleure façon, c'est de restituer l'objet au Liban. Mais comment faire sans que nous soyons découverts, sans que notre identité soit faite? Je leur ai dit, écoutez, nous allons organiser la restitution auprès de l'ambassadeur Fouad Turk à Berne, ni vu ni connu, et nous avons demandé à Sotheby's de retirer ces objets. Nous les avons fait remettre à Fouad Turk à Berne, et ces objets ont voyagé au Liban. Et finalement, c'est un autre que moi qui a reçu la décoration. Le ministre de la Culture à ce moment-là s'appelait Michel Edé. On a tout compris. 1987. Mais à mon avis, lorsque je vois que des pays comme l'Indochine, encore, Laos, tout ça demande la restitution de nos objets au musée d'art premier, par exemple, à Paris. Je crois qu'il est temps que le Liban commence à... Même il y a des sites, moi j'étais communication dans le camp de Narbenberg, quand ils étaient en train de faire la reconstruction du camp, ils étaient en train de creuser, ils ont trouvé une série de bains romains intacts et impressionnants. Nous avons amené dans le nord, oui, quand il y a eu la reconstruction, ils ont trouvé, mais c'est un site extraordinaire. On a amené des archéologues finlandais, je crois, ils étaient, et ils ont dit, il vaut mieux, à cause de ce qui se passe actuellement, comme la région n'est pas sûre, il y a beaucoup de trésors. Ils ont tout recouvert avec des draps blancs, et ils ont décidé de mettre du ciment et de fermer tout le site. Et maintenant, c'est une cour pour les enfants pour jouer. Et uniquement sur les mosaïques qui ont été recouvertes. Mais sinon, les fouilles ont été faites. Mais ils ont conservé tout. Oui. Et ils ont dit pour le moment, il y a aussi d'autres sites où il y a eu des fouilles, beaucoup, j'ai oublié le nom. Oui, mais le site est impressionnant. On est venu le voir quand il a été découvert. Et puis quand les archéologues ils ont dit ne touchez à rien, fermez tout. Ils ont amené des draps blancs qu'ils ont fermés, ils ont mis du ciment. Il y a une intervention. Non, juste madame. En fait, au musée Sursaut, il y a une installation de Johanna et Khalil qui parle de ça, avec des photos. Et vous pouvez voir tout ce qui s'est passé. Oui, اسمها أورتاميزا شو اسمها؟ أورتوسيا. Là, c'est Nasser would like to take the floor. What's the situation of art insurance in Lebanon? It's working. It's working. You can insure your goods. The difficulty is if you want to insure your goods through a European-based insurer, you need to have a European policy. On n'entend pas, mesdames. Non, c'est pas ça. Voilà. It's probably to see with the KYC. So a European insurer would insure a Lebanese collection only if the person has already a contract in Europe or in Western Europe or in America. You see, if not. I mean, you can have a basic contract, you can have a car contract, a car insurance contract in Europe, okay, then he would be able to insure you. Otherwise, you would have to use or go through a Lebanese insurer. But it is working. Non, c'est juste chez eux, ils ont vraiment cloisonné les choses, les assureurs. C'est KYC, vous êtes libanais, vous n'avez pas de pied-à-terre en France ou en Italie ou je ne sais où, allez voir l'assureur libanais. What does not work, what is not insured is war, terrorism.
and civil war. Bien, je crois que c'est le moment maintenant de vous dire, cher Maya, assez de vous dire merci, pas seulement parce que vous êtes jeune et que vous avez foi dans ce que vous faites au Liban, mais parce que vous avez aidé à soulever un certain nombre de questions majeures qui sont importantes pour le patrimoine de ce pays. Continuez d'avoir cette foi, montrez-nous la voie. Et mille merci encore. Merci beaucoup.